Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons corriger la série d'exercices sur les applications linéaires. Alors exercice 1 soit E un espace vectoriel de dimension n et phi une application linéaire de E dans lui-même telle que phi puissance n égale à 0 et phi puissance n-1 différent de 0. Soit x appartenant à E tel que phi n-1 de x différent de 0. Puisque phi n-1 différent de 0, donc on peut trouver un x tel que phi n-1 de x différent de 0. Montrer que la famille x, phi de x, phi carré de x, phi n-1 de x est une base de E. Bien. Alors, nous allons prendre une combinaison linéaire des phi I de x. Somme de I égale à 0 à n-1, phi I, alpha I, phi I de x égale à 0. Une combinaison linéaire de la famille. Alors, d'abord, je rappelle que phi I, c'est phi rond phi I fois. Cette puissance, c'est la composition. Et phi puissance 0, phi à la puissance 0, c'est l'identité. Donc, on a au début alpha 0, x. Alpha 0, x, puisque phi 0 de x, c'est x. Phi 0, c'est l'identité. Bien. Remarquons aussi dans notre exercice que phi rond p, si p est supérieur ou égal à n, phi à la puissance p égale phi à la puissance p moins n rond phi à la puissance n. Phi à la puissance n, il est égal à 0, donc on fait la composition d'une application linéaire avec l'application nulle, donc ça fait 0. Donc pour tout p supérieur ou égal à n, phi p égale à 0. Alors cette combinaison étroite s'écrit aussi comme ça pour voir, là, c'est alpha 0x plus alpha 1 phi de x plus alpha 2 phi carré, etc. Bien, on applique phi à la puissance n-1, phi à ce vecteur nul. Donc à gauche, nous aurons alpha 0 phi n-1 de x, parce que phi n-1, il est linéaire, plus alpha 1 phi n de x, etc. Et on remarque qu'à partir de là, on a des puissances qui sont supérieures ou égales à n. Donc tout ce vecteur-là, tous ces termes vont être nuls. Et ce qui va rester, c'est alpha 0 phi n-1 de x. Mais phi n-1 de x, par hypothèse, c'est non nul. Donc c'est le scalaire alpha 0 qui est égal à 0. Alors, puis on applique à cette alpha 0 maintenant égal à 0, puis on applique ici à cette relation phi n-2 pour avoir ici phi n-1 et là phi n. Et donc nous aurons alpha 1 égal à 0, etc., jusqu'à ce qu'on trouve alpha n-1 égal à 0. La famille est donc libre. La famille est donc libre. Bien. Alors, le deuxième exercice. Parmi les applications suivantes, lesquelles sont des formes linéaires sur C à l'absence, C infini de R. Bien. Alors, E ici, c'est C infini. J'appelle phi 1 la première application qui fait correspondre à f de 0. Ceci est linéaire, il est simple de le vérifier. Parce que f plus alpha g de 0, c'est f de 0 plus alpha g de 0. La deuxième, phi 2, elle n'est pas linéaire parce que phi 2 de 0, si on prend l'application nulle, phi 2 de 0 n'est pas égal à 0. Parce que nous avons une remarque dans le cours, que si phi est une application linéaire, alors phi de 0 égale à 0. Donc, par contraposition, si phi de 0 n'est pas nul, alors ça peut être une application linéaire. Ceci est analogue à ce qu'on fait pour les sous-espaces vectoriels. Un sous-espace vectoriel contient 0. Donc si un sous-espace ne contient pas 0, donc on peut déduire qu'il n'est pas un sous-espace. La troisième, qui fait correspondre à f seconde de 3, elle est linéaire parce que f seconde f plus lambda g, le tout seconde de 3, c'est f seconde de 3 plus lambda g seconde de 3. C'est très simple. F4 n'est pas linéaire. En effet, par exemple, si on prend f de x égale à 2x, alors la dérivée, c'est 2. Au carré, ça fait 4. Donc là, si je considère f4 de 2f, alors de 2f, ça fait 4x. De f, ça fait 4x. La dérivée, c'est 4. Au carré, c'est 16. Mais si je fais phi 4 de f, comme je viens de justifier, il est égal à 4. Multiplié par 2, ça fait 8. Donc, phi 4 de 2f n'est pas égal à 2 phi 4 de f, et phi 4 n'est pas linéaire.
Alors, phi 5, elle est linéaire parce qu'on a la linéarité de l'intégrale. L'intégrale de f plus lambda g égale l'intégrale f plus lambda, l'intégrale de g. Exercice 3. Soit l'application f de R3 dans R3 donnée par f de xy égale x plus 2y plus z, etc. Justifier que f est linéaire. Justifier que f est linéaire. Bien, alors voici l'application. Alors, je fais une petite remarque. Si A, B, C sont des réels et H, l'application de R3 vers R qui fait correspondre à x, y, z, AX plus BY plus CZ, alors H est une forme linéaire sur R3. C'est une forme parce que là, j'ai le corps. Et c'est une forme, ça, on peut le vérifier facilement. On l'a déjà fait dans le cours, c'est très simple. Et donc, en notant H1, x, y, z égale à x plus y plus z, H2 c'est ça, H3 c'est ça. Nous obtenons donc trois formes linéaires. Et on a alors f de x, y, z égale à H1 de x, y, z, H2, H3. Et on peut facilement maintenant vérifier que, puisque les HI sont des formes linéaires, f est une application linéaire. F est linéaire. Sinon, on peut faire le calcul normal. Justifier, alors déterminer une base et la dimension du noyau, noté qu'R. De même pour f est-elle injective? On va répondre à ces deux questions. Alors, on va essayer de déterminer le noyau. Le noyau, c'est-à-dire résoudre f de x, y, z égale à 0. F de x, y, z égale à 0. Bon, c'est équivalent à, ça c'est f de x, y, z. Égal à 0, ça veut dire chaque projection unie, ce qui est équivalent au système. Alors, remarquons que la première et la troisième, en ajoutant la première et la troisième, on va trouver y égale à 0. Maintenant, si on remplace y par 0 dans les deux premières, nous aurons ça. Et ce petit système, si on fait par exemple là, multiplié par moins 2 et ajouté, on trouve z égale à 0, puis x égale à 0. Donc ça, c'est équivalent à x, y, z égale à 0. Et donc le noyau est réduit à 0. Le noyau est réduit à 0, ça c'est équivalent à dire que l'application f est injective. Ça, c'est le cours. D'accord. Alors pour la surjection maintenant, pour la surjection, c'est très simple aussi, on va répondre. On a le théorème du rond qui dit le rond de f plus la dimension de f égale la dimension du quart de f égale la dimension de R3. Alors, puisque quart de f est égal à 0, sa dimension est nulle. Et donc, le rond de f, c'est égal à 3. C'est la dimension de R3. Et donc, l'image est égale à R3. Et donc, f est surjective. Si on veut une base, on prend une base de R3. C'est une base de l'image, puisque l'image, c'est R3. La base canonique, par exemple. Bien. Exercice 4. Alors, dans cet exercice, on considère un endomorphisme tel que pour tout vecteur non nul est propre. Alors propre, ça veut dire que x, y est lié. Soit E un espace vectoriel et f appartenant à L de E tel que pour tout x appartenant à E, la famille x, f de x est liée. Pour tout x, x, f de x est lié. On va essayer de démontrer que f est une homothétie. Homothétie, ça veut dire que f égale à lambda fois l'identité. Bon. Première question, montrer que si x est différent de 0, il existe unique scalaire lambda x tel que f de x égale à lambda x fois x. Bien. Si x est différent de 0, x f de x est lié. Bon, c'est lié, ça veut dire qu'il existe alpha bêta non nul, tel que là on a une combinaison linéaire comme ça, avec des coefficients non nuls. Alors alpha est différent de 0. Si alpha était nul, et comme x est différent de 0, bêta serait aussi nul. Bon, on a alpha bêta non tous nuls. Donc alpha est nécessairement différent de 0, ce qui nous permet d'écrire f de x égale à moins bêta sur alpha x. On a donc écrit f de x égale lambda x. Maintenant, on va démontrer l'inunicité de ce lambda. Si f de x égale lambda x et lambda prime de x, on a donc lambda moins lambda prime x égale à 0. Comme x est le vecteur, et le vecteur x est non nul, donc c'est le scalaire qui va être nul. Lambda égale lambda prime. Donc l'unicité de lambda, notée lambda x. Lambda x. Deuxième question. Comparer lambda x et lambda y lorsque x et y est une famille libre. Bon, on a f de x, y égale lambda x plus y, x plus y. Ce que nous avons fait pour x, on fait pour y, pour z, pour n'importe quoi. Donc f de quelque chose, c'est lambda indice quelque chose, soit x plus y. Alors ensuite, f de x plus y, c'est f de x plus f de y, parce que f est linéaire. Et lambda x plus y, lambda x plus y fois x plus y, c'est lambda x plus y, x plus lambda x plus y, y.
Là, f de x c'est lambda x, x. F de y c'est lambda y, y. On fait on fait passer tout dans l'autre nombre. Donc nous aurons lambda x moins lambda x, y, x, plus lambda y moins lambda x plus y, y égale à 0. Alors, qui est maintenant, ça c'est alpha x plus bêta y, qui est une combinaison linéaire de x, y, qui est libre, cette famille. Donc les combinaisons sont nulles. Donc lambda x égale à lambda x plus y, et lambda y égale à lambda x plus y. Et donc lambda x égale lambda y. Dernière question, montrer que f est une homothétie. Une homothétie, comme je viens de dire, c'est lambda fois l'identité. Bien. Alors si x, y est lié, par exemple, y égale à alpha x. Hein, par exemple, écrit y égale à alpha x. On a f de y égale à f de y égale à alpha f de x, parce que f est linéaire. Et f de x c'est lambda x fois x, égale lambda x alpha x, parce que ça c'est calcul dans un espace vectoriel. Et alpha x c'est y. Alpha x c'est y. Donc, on a trouvé quoi? Que f de y égale lambda x, y. Lambda x, y. F de x égale lambda x, y. Donc, x appartient à e moins 0. F de x égale lambda x. Donc, si x a un vecteur non nul, on a f de x égale lambda x. Et alors, quel que soit y, que y soit lié avec x ou non, f de x va être égal à f de y, ici y, là normalement, f de y va être lambda y, que x, y soit libre ou lié, c'est ce qu'on vient de montrer ici, f de y égale lambda x fois y. Donc si on fixe un x, f de x égale à lambda x, et pour tout y, on le compare avec x. S'il est lié avec x, on a f de y égale lambda y. S'il est libre, on a f de y quand même égale lambda y. Donc finalement, f est égal lambda fois l'identité, c'est une homothétie. Exercice 5. Application linéaire sur C. On considère C comme étant un R espace vectoriel. Donner une base. Bon, ça c'est simple. Tout nombre complexe s'écrit de manière unique sous forme z égale à a fois 1 plus b fois i. Ça c'est l'écriture algébrique. A plus bi. A, b appartient à R. De manière unique. Donc la famille 1i est une base de C. Est une base de C. Deuxième question. Montrer que tout endomorphisme de C peut se mettre sous la forme f de z est égal à z plus bz bar, avec AB des nombres complexes. Bon. Alors ici, on prend une application linéaire, un endomorphisme, et z, on le note x plus y appartenant à C, un nombre complexe, avec x, y des réels. On a f de z égale à f de x plus y. X et y sont des réels, donc on peut les faire sortir, parce que f est linéaire, R linéaire. Les scalaires qui vont sortir, ce sont les réels. Dans cet exercice, les nombres complexes sont les vecteurs et les x, y sont les scalaires. Donc on a x f de 1 plus y f de i. Et x c'est le réel, c'est z plus z bar sur 2. Et y c'est l'imaginaire, c'est z moins z bar sur 2 i. Et donc en factorisant par z, nous allons trouver f de 1 sur 2 plus f de i sur 2i fois z, plus f de 1 sur 2 moins f de i sur 2i fois z bar. On pose ça alors égal à a, et ça c'est b. Nous aurons donc f de z égale à a, z plus b, bz. f de z égale à a, z plus bz. Bien. La dernière question, trouver une condition nécessaire et suffisante sur A et B pour que f soit bijective. Alors d'abord, remarquons que f est bijective est l'équivalent à injective, parce qu'on est en dimension finie et nous avons un endomorphisme. Il y a l'équivalence entre bijection, injection, surjection, pour un endomorphisme, ou pour une application linéaire de E vers F avec E et F de même dimension. Bien. Donc, il n'est pas bijective, équivalent, bien sûr, n'est pas injective.
et n'est pas injective, ça veut dire que l'équation f de z égale 0 admet une solution différente de 0. Ça veut dire que ça, il existe z0 non nul tel que az0 plus bz0 bar égale à 0. Hein. N'est pas injective, ça veut dire que f de z égale à 0 admet d'autres solutions que 0. Sinon, le noyau serait égal à 0. Voilà. Bien. Donc, si seulement s'il existe z0 appartenant différent de 0, tel qu'on a ici. Alors, je vais distinguer deux cas. Si a égale à 0, alors je reviens à l'application az plus bz. Donc, si a égale à 0, f de z va être égal à bz bar. Et l'application f de z égale à bz bar, elle est bijective si seulement si b différent de 0. Ça, c'est très simple. B différent de 0. Maintenant, si A différent de 0, cette relation, je continue maintenant, elle devient équivalente à quoi? Il existe Z0 différent de 0, tel que Z0 sur module de Z0, hein, je divise, égale à moins B sur A. Moins B sur A. Bien. Alors, bien sûr, remarquons que si il existe Z0, qui vérifie ça, le module de ce nombre complexe égale à 1. Donc, nécessairement, le module du carré égale à 1. Et donc, nécessairement, le module de moins b sur a égale à 1. Réciproquement, si le module de moins b sur a égale à 1, donc, on peut trouver un nombre complexe. Ça va être de module 1, on peut l'appeler z, tel que z carré égale à ce nombre de modules, égale à ce nombre complexe de module 1, parce que toute équation de la forme z carré égale à u admet deux solutions distinctes si le nombre non nul. Si le nombre ici non nul, bien sûr. Et donc ça c'est équivalent à dire que le module de b sur a égale à 1 équivalent à module de a égale à b. Donc, et cette condition, elle est valable aussi pour, dans le cas particulier, a égale à 0. Donc, si a égale à 0, le module de b va être différent de 0, bien sûr. Donc, la conclusion, c'est que f est bijective, c'est seulement si le module de a est différent du module de b. Bien. Alors maintenant, on va passer à l'exercice, les exercices que je ne vais pas corriger, vous pouvez les faire... sont pas difficiles. Je passe à l'exercice 7. Soit E, l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Et je considère phi l'application définie par phi de p égale à p de x plus 1 moins p de x. Vérifie que phi est un endomorphisme de E. Ça c'est très simple. Phi de p plus lambda q égale à p plus lambda q de x plus 1 moins p plus lambda q, etc. C'est très simple. Donc, on va déterminer le noyau et l'image de cette application. Voilà. Alors, l'application, alors, comme je viens de dire, phi est linéaire, c'est pas difficile. Bien. Alors, l'image. Alors, d'après les propriétés que nous avons vues dans le cours, si vous avez une famille génératrice de départ, alors l'image de l'application, c'est vecte f de EI, c'est si on appelle EI la famille génératrice. F de EI. Alors maintenant j'ai phi, et j'ai la famille génératrice, c'est 1x carré x1. C'est une base même de Rn de x. C'est une base, donc l'image c'est vecte phi de 1, phi de x carré, etc. Bon, phi de 1 c'est 0, bien sûr, parce que le polynôme constant, ici vous aurez 1 moins c moins c égale à 0, donc ça c'est 0. Phi de x, et pour k entre 1 et n, je calcule phi de xk. Phi de xk, c'est x plus 1 puissance k moins xk. La définition de phi. Alors, en utilisant le binôme de Newton, là, et je retranche xk, il va me rester k xk moins 1 plus 1 reste. Voilà. Alors, ce que je peux déduire de tout ça, c'est que le degré de phi de xk égale à k moins 1. K moins 1. Donc, le degré de phi de x, c'est 0. Le degré de phi de x carré, c'est 1. Le degré de phi de x, c'est 1 moins 1. Phi de x carré, etc. C'est une famille donc échelonnée de polynômes non nuls, de Rn-1. Parce que là, le dernier est de degré Rn-1. Donc il est libre, et comme son cardinal vaut n, alors phi de x jusqu'à phi de x1, il y a n. Et n, c'est la dimension de Rn-1. Alors c'est une base de Rn-1 de x. Et finalement, vecte de phi de x1, c'est Rn-1. Et donc, on a démontré que l'image, c'est Rn-1 de x.
L'image, c'est tous les polynômes de degré inférieur ou égal à n-1. Pour le noyau, d'après le théorème du rond, on a la dimension du noyau égale à 1. Parce que la dimension de l'image, c'est n-1, c'est n, pardon, c'est n, parce que la dimension de Rn, c'est n plus 1. De l'espace E, c'est n plus 1. Et c'est égal à la dimension de l'image qui est n plus, normalement, donc ça, la dimension du noyau, c'est 1. Voilà. Alors la dimension c'est 1 et nous avons déjà phi de 1 égale à 0. Ça veut dire que 1, le vecteur 1, polynôme 1, est un élément de Kerr de vie. Donc c'est une droite vectorielle engendrée par 1. Le noyau c'est R.1, c'est-à-dire c'est R, c'est les polynômes constants. C'est des polynômes constants. Bon, nous passons maintenant à l'exercice 8. F et G sont deux sous-espaces vectoriels de Rn. On définit l'application f de f croix G vers Rn, défini par f de x1 plus f de x1, x2 égale à x1 plus 2. Montrer que f est linéaire. Là aussi, c'est très simple. C'est très simple. La linéarité est très simple. Vous prenez deux éléments, x1, x2, y1, y2. Vous calculez f de x1, x2 plus lambda y1, y2. Et donc, ça donne... c'est très simple. Déterminer le noyau et l'image maintenant. Le noyau et l'image, voilà. Le noyau et l'image, exercice 8, voilà. Effet linéaire, ça c'est clair. Alors, x appartient à l'image. Ça veut dire, c'est équivalent, il existe un élément de départ, x1, x2, tel que f de x1, x2 égale à x. X égale à x1 plus x2. Et ça veut dire quoi ça? S'il existe x1, x2 tel que x égale, ça veut dire que ça c'est équivalent à dire que x appartient à la somme f plus g. Donc l'image c'est f plus g, c'est la somme. Maintenant, pour le noyau, on prend un x1, x2 dans le noyau. Donc l'image, x1 plus x2 égale à 0. Donc x1 qui appartient à f vaut moins x2 appartient aussi à g. Donc on a x1 appartient à l'intersection. Et x1 et x2, pardon, ce vecteur x1, x2, c'est x1 moins x2. Donc, si x1, x2 appartient au noyau, donc le premier vecteur x1 est dans l'intersection, et x2, c'est moins x1. Voilà. Réciproquement, si vous prenez x1 dans l'intersection, alors, moins x1, il est aussi dans l'intersection, et l'image, qui est la somme égale à 0. Conclusion, le noyau, c'est l'ensemble des x moins x, tel que x appartient à l'intersection. Bien. Alors, on passe à l'exercice 12. Voyons, pardon. L'exercice, voilà, c'est l'exercice 12. L'exercice 12. Un espace vectoriel de dimension finie. F une application linéaire de E dans E. C'est un endomorphisme. Un endomorphisme en dimension finie. Montrer que les propriétés sont équivalentes. 1 jusqu'à 3. Alors 1, le noyau et l'image sont en somme directe et leur somme égale à E. L'image de f égale l'image de f au carré. F carré, c'est f en f. Kerr de f, c'est Kerr de f au carré. Donc 1, c'est la somme égale à E. 2, l'égalité des images. 3, l'égalité des noyaux. Bien. Alors, remarquons d'abord que Kerr de f est inclus dans Kerr de f carré pour toute application linéaire, pour tout endomorphisme. Alors, pourquoi? Parce que si x est là, f de x égale à 0, et si f de x égale à 0, f de x égale à 0, parce que f de 0 égale à 0. De même, l'image de f carré est inclue dans l'image de f, pour tout endomorphisme. Parce que si vous avez y, un élément de l'image de carré, si y s'écrit f carré de x, il s'écrit f de quelque chose, de f de x, parce que f carré c'est f en f. Donc ces deux inclusions, nous les avons toujours. Donc si on veut démontrer normalement l'égalité par exemple ici, c'est l'autre, l'inclusion Kerr de f carré inclus dans Kerr de f qui est importante. Alors 1 implique 2. 1 implique 2, ça veut dire que j'ai la somme E égale noyau plus image directe. Il faut démontrer l'égalité des images. Ça veut dire que là, on a déjà l'inclusion directe. Il faut démontrer l'inclusion. Je prends un Y dans l'image de f et je démontre qu'il est là.
y dans l'image, donc il existe x dans E tel que y est égal à f de x. Mais x égale à E, mais x appartient à E qui est égal, ça c'est l'hypothèse. Donc x écrit, x égale à x1 plus x2 avec x1 dans l'image et x2 dans le noyau. Bien, x1 est dans l'image, donc il existe x3 tel que x1 égale à f de x3. Alors maintenant, notre y qui est égal à f de x, je le reprends là. Y égale à f de x égale à f de x c'est x1 plus x2. x2 c'est deux noyaux, donc f de x égale à 0. Il nous reste f de x1. Mais x1 c'est f de x3, donc là on aura f de x3, donc égal à f carré de x3. Donc y qui vaut f de x, il vaut aussi f carré de x3. Donc il vaut f carré de quelque chose. Donc il est dans l'image de f carré. Bien. Alors maintenant, on fait 2 implique 3, c'est-à-dire l'égalité des images entraîne l'égalité des noyaux. On a déjà, comme on vient d'expliquer, que le noyau de f est inclus dans le noyau de f carré. Maintenant, on va prendre, on a de plus, là, on va raisonner avec les dimensions. La dimension de Kerr de f. Alors, c'est deux sous-espaces. L'un est inclus dans l'autre et on va démontrer qu'ils ont la même dimension. Donc, ils seront donc égaux. La dimension de Kerr de f égale dimension de E moins dimension de l'image. Ça, c'est le théorème du rang appliqué à l'application f. Ça, c'est dimension de E et ça, c'est dimension parce qu'on a image de f égale à image de f carré, donc ils ont même dimension. Alors, cette égalité maintenant, le passage de là à là, c'est le théorème du rang appliqué à l'application f carré. F carré, dimension de E égale dimension de l'image de f carré plus dimension de noyau. Voilà. Et donc, nous avons dimension de Kerr de f égale à dimension de Kerr de f carré. Comme il y a déjà une inclusion, il y a alors égalité. Alors maintenant, 3 implique 1. 3, c'est l'égalité des noyaux. Et il faut démontrer que la somme est directe et vaut E. La somme est directe, on va commencer par démontrer que l'intersection est réduite à 0. Si x appartient à l'intersection, donc on a en même temps f de x égale à 0, parce que x est dans le noyau, et x dans l'image, donc il existe un x1 dans E tel que x égale à f de x1. X est dans l'image, donc il s'écrit f de x1. Alors f de x égale à 0, donc f carré de x1 égale à 0. J'applique ici f. Donc f de x égale à 0, donc f carré de x1 égale à 0. Donc x1, il est dans le noyau de f carré. Et ça, c'est le noyau de f. Donc si x1 est dans le noyau, f de x1 égale à 0. Mais f de x1, c'est x. Voilà. Alors x égale à 0. Donc nous avons démontré que l'intersection est réduite à 0. Donc la somme est directe. Hein? Et comme la dimension de la somme vaut la dimension de E, parce que c'est la dimension de la somme, c'est la dimension, c'est le rang plus la dimension. C'est le théorème du rang. Hein? La dimension de la somme directe, c'est la dimension de l'image plus la dimension du noyau, qui vaut la dimension de E. Donc on a donc l'égalité de dimension. Alors cette somme est un sous-espace vectoriel de E qui a la même dimension. Donc il y a égalité. Nous avons démontré l'équivalence entre les trois propriétés. Bien. Alors maintenant, on fait l'exercice 14. Soit E un C espace vectoriel et F un endomorphisme qui vérifie F carré moins 3F plus de l'identité égale à 0. Alors ce calcul, on fait dans L de E. On sait que L de E est aussi un espace vectoriel, milieu de l'addition et la multiplication par un scalaire. Donc ici F carré c'est F en F. Et voilà. Montre que F est un automorphisme. Montrer que F est un automorphisme. Alors, on a F carré moins 3F égale à moins 2 l'identité. Là, je factorise par F. F rend F moins 3 l'identité. Ce calcul, je le fais dans L de E. Je peux diviser par moins 2, là. Alors, ces deux endomorphismes, f et moins 1 demi de f3, ils commutent, on peut le vérifier. Vous mettez f de ce côté ou de là, ça fait la même chose. Et ça fait l'identité. Quand j'ai divisé par moins 2, ça fait l'identité. Et donc, j'ai trouvé une application, un endomorphisme G tel que f rond G égale à G rond f égale à l'identité. Donc, f est bijectif et f moins 1, c'est ce G qui est là. Voilà. Bien. Deuxième question, montrer que E égale à Kerr de f moins l'identité, plus son direct, Kerr de f moins 2 l'identité. Donc f moins l'identité et moins 2 l'identité. Alors d'abord, l'intersection réductoire des 0, soit x appartient à Kerr de f moins l'identité, inter Kerr de f moins 2 l'identité.
On a f moins l'identité de x égale à 0 et f moins 2 l'identité de x égale à 0 parce qu'ils sont dans les noyaux. Ça veut dire f de x égale à x et ça veut dire f de x égale à 2x. X égale à 2x entraîne x égale à 0. Alors l'intersection est réduite à 0. Maintenant, on va prendre un x appartient à E. On cherche x1 dans ker de f moins l'identité, x2 dans ker de f moins de l'identité, tel que x égale x1 plus x2. Alors, une telle relation va entraîner, bien sûr, quand j'applique f de x égale à f de x1 plus f de x2. F de x1 normalement est dans f moins l'identité, donc f de x1 égale à x1. x2 est dans ker de f moins de l'identité, donc f de x2 égale à 2x2. Cette relation, je l'appelle 2. Et donc, si je fais la différence entre les deux, je trouve que x2 égale à f de x moins x. Et si je multiplie, par exemple, la première part moins 2 et je fais la somme, je trouve que x1 égale à 2x moins f de x. Donc, on a bien remarqué que x égale à 2x, x1, plus x2. Parce que là, vous simplifiez par f de x, et là, vous avez 2x moins x. Bon. Donc, on a bien cette écriture. Bon, il suffit maintenant de justifier que cet élément est dans ker de f moins l'identité, donc effectivement dans ker de f moins l'identité. Et là, cet élément est effectivement dans ker de f moins l'identité. Alors, pour démontrer qu'un vecteur est dans ker de g, on calcule g de ce vecteur. Donc, on fait f moins l'identité de ce vecteur-là. Alors, f moins l'identité de ce vecteur, ça fait f de ce vecteur, ça fait 2f de x moins f carré de x, parce que f est linéaire, moins 2 l'identité, c'est moins 2x, et plus f de x. Là, je fais les calculs. Là, ça fait 3f de x et moins f carré. Si je factorise par un signe moins, j'aurai f carré moins 3f plus 2 l'identité de x. Et ça, par hypothèse, c'est égal à 0. L'application nulle, donc ça, c'est égal à 0. Nous démontrons de même que f moins 2 l'identité de ce vecteur est égal à 0. De la même façon, on va rencontrer encore cet endomorphisme appliqué à un vecteur x, donc c'est nul. Bien. Alors la dernière question, déduire de 2, là, que si E est de dimension finie, il existe une base constituée de vecteurs qui vérifient f de epsilon i égale à lambda i epsilon i avec lambda i égale à 1 ou lambda i égale à 2. Ça, c'est très simple. Si E est de dimension finie, nous allons prendre une base de ce sous-espace et une base de ce sous-espace. Tous les vecteurs de ce sous-espace vérifient f de x égale à x. Et tous ceux de ce sous-espace vérifient f de x égale à 2x. En particulier les éléments de la base. Si vous prenez une base ici, une base là, quand vous faites la réunion, vous obtenez une base de E qui vérifie cette condition. Ça s'appelle une base adaptée à la somme directe.